Un plateau, deux invités seuls devant les caméras pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Qui êtes-vous ? Je suis Guillaume Lecointre, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Mon métier, c'est chercheur systématicien. Ça veut dire un chercheur qui travaille sur les classifications en sciences naturelles. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Dans les sciences des classifications, nous sommes habitués à réfléchir sur les idées et les outils intellectuels à travers lesquels nous appréhendons la diversité du vivant. S'il s'agit de savoir si l'homme est en désamour ou en amour avec la nature, il faut commencer par interroger les prismes à travers lesquels il la regarde. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Stéphane Tirard, je suis historien et épistémologue des sciences de la vie, c'est-à-dire que je m'intéresse aux idées scientifiques, en biologie, en sciences de la vie en général, à leur histoire et à leur analyse. Et pourquoi vous pour ce débat ? Je n'ai aucune idée. Je dois dire que là, vous me sciez complètement. J'imagine que vous aviez envie qu'on donne à ce débat sur la relation entre l'homme et la nature un peu de profondeur historique. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. La nature, je t'aime moi non plus. L'homme et la nature, je t'aime moi non plus. Pour ma part, je trouve que c'est un titre habile parce qu'en fait, l'homme et la nature, ça pose les choses comme si l'homme ne faisait pas partie de la nature. Et du coup, je t'aime, oui, parce que nous sommes forcément attirés vers les conditions par lesquelles nous sommes nés et par lesquelles nous sommes biologiquement compatibles, on va dire. Et puis, moi non plus, parce que finalement... je me demande si vous ne pourriez pas m'éclairer là-dessus. L'homme n'a pas passé une bonne partie de son temps, l'homme occidental n'a pas passé une bonne partie de son temps à percevoir la nature comme menaçante et comme en même temps utile à ses besoins. Ce titre contient toute la tension qu'il peut y avoir entre l'homme et la nature, justement. Une nature dont on s'est longtemps beaucoup méfié et qu'on a utilisée, qu'on a exploitée, qu'on a tenté de maîtriser, qu'on a tenté de s'approprier. C'est ce que nous évoque le mot domestication, dont il va être question tout à l'heure. La domestication, c'est le fait de s'approprier une espèce et puis de la mettre sous son toit, en fait, de la garder dans sa sphère proche pour l'utiliser, évidemment. Donc une nature dont on a besoin et une nature qu'on néglige et qu'on meurtrit par ailleurs. Donc il y a là une tension extraordinaire. Enfin, le mot même domestication vient en partie du fait que la nature... Dites-moi si je me trompe, mais elle a toujours été définie comme ne relevant pas de l'homme, c'est-à-dire est nature tout ce qui n'est pas homme et son activité. Et pour le classificateur que je suis, on se méfie toujours de ces groupes, de ces idées, de ces outils intellectuels négativement définis. La nature, ça me fait penser à la banlieue. Et banlieue, ce qui n'est pas Paris, et province, ce qui n'est pas Paris, et extraterrestre, ce qui n'est pas terrestre. Et nature, tout ce qui n'est pas homme ou activité de l'homme. Et les scientifiques ont raison de se méfier de ces idées ou de ces outils intellectuels qui se définissent négativement. On va mettre dans une idée ou dans un groupe des individus sous prétexte qu'ils n'ont pas telle ou telle propriété. La nature, c'est tout ce qui n'est pas homme. Comment penser rationnellement le monde comme cela, dès lors que vous pouvez sortir dans la rue, prendre n'importe quel objet qui traîne, les mettre dans un ensemble et puis faire la liste de tout ce qu'ils n'ont pas. Et cette liste de ce qu'ils n'ont pas, elle est potentiellement infinie. On arrivera toujours à faire n'importe quel ensemble dans nos têtes en justifiant cet ensemble avec des absences de quelque chose, des absences de propriété ou des absences d'attributs. Bref, la nature qui n'est pas homme, c'est un peu un sac poubelle, un marchepied, quelque chose dont on se détache. Et même dans nos professions, si on veut compter ce qu'il y a dans la nature, on est embêté par ces idées-là. Je donne juste un exemple. Si vous regardez les êtres vivants par leurs relations écologiques,
la taille qu'ils font, le rôle qu'ils jouent dans la nature, vous pouvez dire les dinosaures ont disparu. Et ça, c'est une nature dans le temps présent. On regarde les relations fonctionnelles, les relations qu'entretiennent les différentes espèces entre elles, là, aujourd'hui, maintenant. Si maintenant vous acceptez de regarder la nature dans la profondeur du temps, déjà vous êtes obligé d'abord de rattacher l'homme à la nature, car nous sommes enracinés biologiquement dans notre histoire, dans les primates, dans les vertébrés, enfin bref, parmi les espèces actuelles. Et puis surtout, vous êtes amené à dire les dinosaures sont toujours là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez la nature dans la profondeur du temps, vous vous apercevez que les oiseaux ont un bassin, une anatomie de leur bassin qui est dinosaurienne, qui vient des dinosaures. Il y a donc des ancêtres communs qui ont légué aux oiseaux actuels ce bassin. Ces ancêtres communs étaient des dinosaures. Et si on fait des groupes complets, si on fait des ensembles qui ne sont pas négatifs mais qui sont positivement définis, alors les oiseaux sont des dinosaures. Donc vous voyez, selon si on regarde la nature de manière plate dans le temps, le monde tel qu'il est aujourd'hui, on a tendance à s'extraire de la nature et puis à faire des marchepieds du genre les dinosaures ont disparu. Si on regarde la nature dans la profondeur du temps, dans son histoire, on se dit l'homme fait partie de la nature parce que nous emportons les marques de cette biologie dont nous venons. Et puis les oiseaux, même chose, les dinosaures n'ont pas disparu, les oiseaux sont des dinosaures. Ça change complètement la façon dont on va compter les choses dans la nature. Mais au demeurant, je pense que dans la société actuelle, persistent des représentations qui sont extrêmement anciennes. Au XVIIIe siècle, rares étaient les personnes qui imaginaient qu'au cours du temps, il y a eu beaucoup de changements et que le monde n'était pas fixe tel que l'avait voulu un créateur. Donc ce sont ces idées qui avaient beaucoup de force à cette époque, qui ont été par la suite contestées et battues en brèche, et un discours scientifique a pu être développé. On sait Lamarck, Darwin au XIXe siècle. Mais cette relation à la nature, qui est une relation intérieure-extérieure, l'homme à l'extérieur de la nature, c'est à mon avis quelque chose qui vient de très loin et qui est encore présent dans notre société aujourd'hui en tant que représentation, et qui précisément justifie qu'une des espèces du monde vivant, l'homme, s'est approprié les services d'autres espèces, exploite d'autres espèces. Mais il y a certainement finalement peu de temps à l'échelle de l'évolution de l'homme que nous avons pris conscience de l'impact que nous avons sur les autres espèces. Je ne dis pas volontairement la nature, mais les autres espèces, parce que je suis intimement convaincu, moi aussi, que nous faisons partie de cet ensemble. Et probablement, une chose beaucoup plus récente qu'on le pense consiste justement en cette réflexion que vous justifiez scientifiquement, qui est de replacer l'homme dans l'évolution et d'essayer de penser cet impact qu'il peut avoir sur les autres espèces en fonction justement de ce fait qu'il appartient à cette évolution. Ça va peut-être nous permettre d'être plus efficaces quant aux responsabilités qu'on a vis-à-vis à la fois des autres espèces, mais aussi des générations qui nous suivent. Si nous pensons vraiment dans la nature, une seule et même responsabilité ou une seule et même politique rationnelle de gestion de l'environnement intègre les besoins des hommes et des espèces voisines, ou des espèces et des hommes voisins, enfin, ne plus traiter les deux sujets séparément. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est le fait que les sciences ont besoin de naturaliser l'homme quelque part pour en comprendre son origine biologique, mais est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes toujours habités d'une philosophie? Il y a des philosophies au pluriel et il y en a quelques-unes d'entre elles qui continuent à extirper l'homme de la nature en s'interrogeant systématiquement sur la spécificité de l'homme, au lieu de s'interroger sur ce que l'homme partage dans la nature avec d'autres espèces, comme besoin, comme héritage ancestral, comme trait, n'importe quel type de trait partagé. Je suis toujours frappé par cette idée que il y a encore des traits culturels dans nos sociétés occidentales où la nature est pensée, la relation homme-nature est pensée sur un seul axe, où dès lors qu'on dit, l'homme partage tel trait particulier avec son groupe frère, le chimpanzé par exemple, s'il y a des traits qu'on pourrait qualifier de culturels partagés entre l'homme et le chimpanzé, c'est vécu par
par beaucoup de nos concitoyens comme une négation de la spécificité de l'homme, alors qu'en fait, on peut penser, d'ailleurs on doit penser l'ordre du vivant comme un arbre. Il y a un segment de branche à l'homme, il y a un segment de branche au chimpanzé, et il y a un segment de branche commun. Et travailler rationnellement sur les spécificités de l'homme, c'est peut-être bien sûr s'interroger sur ce qu'il a sur sa branche propre à lui, mais c'est aussi faire la distinction avec ce qui est partagé avec le chimpanzé. Donc on est bien obligé, même pour parler de la spécificité de l'homme, de s'intéresser à ce qu'il partage avec l'espèce la plus proche et ce qui est propre à l'espèce la plus proche. Qu'est-ce que les chimpanzés ont en propre? Et j'ai toujours remarqué que lorsqu'on vient de parler des relations entre homme et nature, et là je parle des relations historiques, de quoi l'homme a-t-il hérité en commun avec ses espèces voisines? Eh bien, il est toujours difficile de ne pas heurter. Et il faut toujours montrer patte blanche, dire nous ne cherchons pas spécialement à nier la spécificité de l'homme, nous cherchons simplement à montrer ce qu'il a de commun. Et vous remarquerez qu'on ne se demande jamais, dans les grands journaux, qu'est-ce que l'homme partage avec son proche voisin. On dit toujours qu'est-ce que l'homme a de spécifique. Et si on dit que les chimpanzés ont des cultures, on va redéfinir la culture de manière à garder une spécificité culturelle à l'homme. On va changer les cadres de pensée de manière à lui garder quelque chose de particulier. Il y a une angoisse profonde derrière ça qui tient en partie du fait qu'on cherche toujours à se démarquer de la nature. Il faudrait que nous pensions en assumant pleinement la participation de l'homme à la nature et ne plus finalement faire cette coupure entre nature et culture qui a atteint ses limites, je pense, dans une approche scientifique et même philosophique du problème homme-nature. Qu'en pensez-vous ? Oui, et pourtant c'est peut-être justement la philosophie qui peut permettre d'aller plus loin et d'avancer. Je pense que dans cette relation entre homme-nature, on s'arrête assez souvent à la réflexion sur l'éthique, sur les valeurs. C'est-à-dire que c'est bien, c'est mal, ou pas, d'agir de telle façon, ou pas, sur la nature. C'est très bien. Au demeurant, on peut s'apercevoir que cette réflexion éthique, cette réflexion sur les valeurs, peut assez rapidement être démunie. Elle manque d'outils intellectuels. Parce que, précisément, on n'est sans doute pas encore allé assez loin dans cette réflexion sur la position de l'homme dans la nature. Et ça, c'est une réflexion purement philosophique, qui dépasse très largement l'éthique, qui permettra de faire des choix sur, précisément, ce que nous, espèces humaines, décidons d'avoir comme action sur les autres espèces et sur notre milieu. Mais cette réflexion philosophique, très très générale, est nécessaire. Et elle doit prendre en compte l'évolution. Elle doit penser l'évolution biologique avec les nouveaux acquis, les nouvelles perceptions qu'on peut avoir de cette évolution dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être que le sauvage, c'est aussi finalement ce groupe négatif, ce contrepoint par lequel l'occidental ou le civilisé se met en valeur. Qu'est-ce qu'on entend par sauvage en général ? Vous savez comme moi que c'est un mot extrêmement difficile à définir. Peut-être qu'on pourrait considérer que c'est simplement ce qui n'aurait jamais subi l'influence de l'homme. Bon. Donc les espèces qui n'auraient jamais été en contact de l'homme, qui n'auraient jamais subi aucune influence de l'homme. Je ne sais pas si aujourd'hui, peut-être qu'il faut poser la question directement aux biologistes, est-ce qu'il y a une espèce qui n'a jamais subi l'influence de l'homme, même très très indirecte ? Difficile à dire. Enfin, c'est quand même une absence de propriété. N'a pas subi la présence de l'homme, à part quelques organismes qui vivent par 10 000 mètres de fond dans les grandes fosses océaniques. Et encore, les océans ont leur composition qui change. Difficile de répondre, hein, effectivement, oui. La fin du sauvage, si on le pense comme ça, on n'y arrivera pas, je crois. La fin d'un certain type de relation entre l'homme et la nature, peut-être oui. Vers quelle nouvelle relation allons-nous pouvoir sauver l'ensemble du biotope, homme compris, terrestre ?
C'est la question qui mérite d'être posée à mes yeux. Je n'ai pas la réponse tout de suite. L'impact qu'on peut avoir sur les autres espèces dans le cadre de la domestication, c'est quelque chose de volontaire. On décide de s'approprier telle ou telle espèce. Alors que dans cette réflexion sur le sauvage, il peut y avoir une action, un impact, et très souvent tout à fait involontaire, des conséquences périphériques finalement des activités humaines. Et si justement vous êtes amené à dire que probablement, même au fond des fosses océaniques, si on regarde tous les paramètres, on en verra certains fluctuer en fonction de l'homme, on voit bien que là cet impact est un impact involontaire. Mais encore une fois, ça nous ramène effectivement, peut-être pourrions-nous négliger cette notion complexe de sauvage, ça nous ramène à replacer l'homme dans cet ensemble parmi les autres espèces. Il faut, justement parce que nous en sommes là, nous en sommes au point où si on veut absolument considérer une notion comme celle-là, on s'aperçoit qu'on est allé très très loin. Et l'homme a établi des relations avec tous les espaces possibles pratiquement sur la planète et toutes les espèces possibles. Donc, allons plus loin. Pensons cette relation nouvelle, cette espèce de relation universelle, pas toujours extrêmement réussie, mais néanmoins c'est un fait. L'homme est là, l'homme est pratiquement partout. Il faut absolument penser cet aspect. Pour qu'il se sauve lui-même, en même temps qu'il sauve la biodiversité. Absolument. Il y a toujours deux temps dans la biodiversité. Même si c'est un seul et même problème, les enjeux sur le long terme et le court terme ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on regarde le vivant dans son ensemble, éventuellement après que l'homme ait disparu, si on s'imagine cela, notre espèce, après tout, n'a qu'à peine 200 000 ans d'existence. Elle a peut-être quelques centaines de milliers d'années encore devant elle, mais la vie, c'est sur des millions d'années qu'elle s'étire. Et donc, la grande crise à laquelle on s'attend, à laquelle on pense en parlant de 6e extinction, cette grande crise, la vie en a déjà vécu derrière elle. Il y a 250 millions d'années, c'est 80% des familles qui ont été éradiquées de la surface du globe. Il y a 65 millions d'années, c'est un peu moins, mais ça a quand même été très important comme changement. Il y a des grands changements dans la nature, et la nature se relève à chaque fois. Donc, si on raisonne à l'échelle des millions d'années, le biologiste n'a pas trop d'inquiétude. Oui, d'accord, les choses changent vite aujourd'hui, homme-nature compris. Les choses changent vite, mais l'ensemble rebondira. Par contre, si l'enjeu il est celui des responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et surtout vis-à-vis des deux générations qui suivent, là, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a vraiment crise. Quel monde allons-nous laisser à une échelle de 50, 100, 200 ans à nos descendants? Est-ce que nos petits ou arrière-petits-enfants pourront encore voir une girafe ou un éléphant? C'est une crise de legs, en quelque sorte, et c'est pas vraiment une crise biologique. La biologie, elle en a vu bien d'autres. Il reste que notre action sur le monde vivant, auquel même nous appartenons, est telle que si nous voulons trouver des solutions, nous sommes tout de même confrontés à cette complexité de l'évolution et de nouveau à ce long temps. Enrayer les conséquences de nos actions sera très difficile parce que nous sommes toujours dans ce processus évolutif, dans cette complexité biologique. Avec des temps de réaction plus longs que nos temps politiques. Voilà. Et donc, c'est une partie de la difficulté. Je pense que... Les temps de réaction biologique, j'entends. Voilà. Plus longs que les temps politiques d'action. Que les temps politiques d'action et que la rapidité des causes que nous avons mises en œuvre, finalement, en polluant, en réchauffant, etc. Je trouve que c'est très intéressant que vous pointiez le mot évolution. C'est vrai que pour protéger l'ensemble de la biosphère, nous compris, la dynamique évolutive et sa compréhension sont capitales. Quand on pense qu'une bonne partie de nos concitoyens, dans nos pays occidentaux, et si on élargit encore plus, la plus grosse partie de nos concitoyens ne pensent pas qu'il puisse y avoir un processus de l'évolution.
Une bonne partie de nos contemporains à la surface du globe ont une vision du monde figée. Les espèces ont été faites en une seule fois, elles sont immuables. Et si on pense les espèces immuables, il est impossible de penser une politique de protection quelle qu'elle soit. Et liée à cette affaire de protection de la biodiversité, homme compris, au moins garantie pour l'avenir de cette biodiversité, est associé le dossier de l'instruction de nos concitoyens. Si dans des pays, on n'enseigne plus l'évolution à l'école, les citoyens ne sont pas prêts de protéger leur milieu de manière efficace, c'est évident. Ils ne sont même pas prêts à se soigner eux-mêmes, puisque comme vous le savez, l'évolution, elle se passe aujourd'hui et maintenant, dans nos tubes digestifs, sur des organismes à temps de vie extrêmement courts, comme des bactéries par exemple, des agents infectieux, des champignons, enfin bon bref, des organismes qui évoluent très vite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je rappelle qu'il faut refaire des antibiotiques régulièrement. Nous imposons à nos bactéries pathogènes des antibiotiques qui normalement bloquent leur prolifération, mais elles arrivent toujours par voie de sélection naturelle à surmonter cet obstacle et à fournir des souches, à faire apparaître des souches résistantes. Hein. Et donc, pour les moustiques, c'est pareil, nous luttons contre les résistances qui se mettent en place de notre propre fait. Et se soigner, conserver l'environnement, protéger l'environnement, ou plutôt lui donner des garanties pour l'avenir, c'est penser évolution. Et malheureusement, il n'y a qu'une toute petite partie de nos contemporains qui pensent évolution, en termes de nombre, hein, j'entends. Il y a tout de même des pays développés ou en voie de l'être où l'évolution biologique n'est pas enseignée à l'école publique, ou ne l'est plus. Je pense en particulier à la Turquie, où tout récemment, dans les programmes scolaires, c'est en quelque sorte cette idée le retour de cette idée de création qui revient dans les programmes scolaires à travers la notion de grand dessin intelligent, hein, de conception intelligente de la nature. Il y a un créateur derrière. Je crois qu'il est important de faire comprendre au public ce que sont les mécanismes de l'évolution, que surtout on ne s'imagine pas, comme parfois les médias tendent à le laisser entendre implicitement, que eh bien, certes, les conditions sont difficiles pour la biodiversité aujourd'hui, mais bon, si nous nous reprenons, les espèces retrouveront peut-être le droit chemin, disons. Il n'y a pas encore leur chance. Effectivement, il n'y a pas de droit chemin dans l'évolution. Il n'y a pas de droit chemin. Il faut savoir si effectivement la santé de ces espèces, puisque vous avez utilisé le mot santé, est suffisante pour qu'il y ait, est encore suffisante pour qu'il y ait suffisamment de variabilité, et que dans les nouvelles conditions, une proportion suffisante d'individus puissent survivre. C'est de ça dont il est question. À nos propres modifications. Voilà. Ouais. Et la grande difficulté du problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est bien ça. C'est ces deux échelles, cette confrontation entre deux échelles, ce temps très long de l'évolution et les catastrophes que nous avons induites à très court terme et sur lesquelles nous voudrions agir aussi à court terme. Et ça, c'est très, très difficile. Et c'est pas en enseignant le créationnisme dans les écoles qu'on va arriver à ce que les citoyens, en quelque sorte, à l'échelle collective, prennent les bonnes mesures. Hein. Il y a une blague assez connue pour ça. C'est un créationniste qui arrive chez le médecin et qui a une infection, la tuberculose. Et ça va très mal, il crache du sang, il a des bactéries dans ses poumons, hein, forcément. Il vient voir le médecin, puis il lui dit « Écoutez, ça va pas du tout, il faut vraiment que vous me prescriviez quelque chose, je vais mourir. » Alors le médecin le regarde et lui dit « Effectivement, vous êtes très mal en point, monsieur, vous avez une tuberculose bien avancée, il va falloir que je fasse quelque chose. » Bon. Alors le médecin sort son carnet de prescription, il commence à prescrire quelque chose, et puis le médecin s'arrête, lui dit « Dites-moi... vous pensez que l'évolution biologique est réelle ?» Et le patient lui dit « Non, je pense à la création, moi je suis créationniste. » Et il sort la Bible et il la pose sur la table, il dit la Genèse m'enseigne que toutes les espèces ont été faites en une seule fois et qu'elles sont immuables. » Alors le médecin lui dit « Ah bon, très bien. » Puis il continue à prescrire. Alors le patient lui dit « Mais pourquoi vous me posez cette question? Ça n'a aucun rapport avec la tuberculose. » Là. Et le médecin lui dit « Mais si, je suis en train de vous fournir un antibiotique contre la souche de 1900. » C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.